Aujourd'hui, on va parler de la dobutamine. Et plutôt que de vous réciter une fiche médicament, on va essayer de comprendre pourquoi on la met et surtout ce qu'on doit observer en tant qu'infirmier. L'idée principale à retenir est très simple, la dobutamine. On l'utilise pour aider un cœur qui n'arrive plus à pomper suffisamment efficacement. Et quand la pompe ne fonctionne plus correctement, ce n'est pas uniquement le cœur qui pose problème derrière. C'est toute la perfusion des organes qui peut commencer à se dégrader. Donc, on va voir comment reconnaître cette situation, ce qu'on attend de la dobutamine et comment, au lit du patient. On peut voir si elle commence réellement à être efficace. Pour comprendre la dobutamine, imaginez simplement que le cœur est une pompe. Chez certains patients, cette pompe continue de battre. Mais elle ne se contracte plus avec suffisamment de force pour envoyer un débit sanguin adapté aux besoins de l'organisme. La dobutamine est ce qu'on appelle un inotrope positif, concrètement. Elle augmente principalement la force de contraction du cœur et peut ainsi augmenter le débit cardiaque. Donc retenez vraiment cette image, la dobutamine aide la pompe à mieux pousser le sang. Et ça va nous permettre de comprendre tout le reste. Prenons l'exemple d'un choc cardiogénique. Le problème de départ vient du cœur, il n'arrive plus à assurer correctement son rôle de pompe. Et nous, infirmiers, parfois avant même d'avoir tous les résultats médicaux, on peut déjà observer des éléments qui doivent nous alerter. Un patient qui devient froid aux extrémités, marbré, confus, hypotendu, qui présente une tachycardie ou des troubles du rythme et surtout une diurèse qui diminue fortement, ça doit nous interpeller. Pourquoi les urines diminuent? Parce que si le débit cardiaque devient insuffisant, les reins peuvent être moins bien perfusés et produire moins d'urine. Bien sûr, une oligurie ne veut pas automatiquement dire choc cardiogénique, on regarde aussi la volémie. Les apports, la fonction rénale, les traitements et tout le contexte clinique. Le médecin va compléter avec l'échographie cardiaque, les bilans biologiques et les données hémodynamiques pour comprendre précisément ce qui se passe. La dobutamine est administrée en perfusion continue sur pouring électrique selon les protocoles du service et la prescription. Et comme pour les autres catécholamines, je dois savoir exactement où elle passe sur mon KTC. Connaître ma dilution et les compatibilités avec ce qui passe sur la même ligne. Il y a aussi quelque chose de très important, le vecteur. Si plusieurs produits passent sur une même ligne, toute modification de débit peut avoir des conséquences sur l'arrivée réelle du médicament au patient. Donc, on ne manipule jamais une ligne de catécholamine au hasard. On branche donc toujours la dobutamine sur la voie proximale qui est la voie des amines. Et surtout, si mon patient est dépendant de sa dobutamine, je dois anticiper ma programmation de relais et mon changement de seringue. Maintenant, imaginons notre patient avant la dobutamine. Son cœur pompe mal, son débit cardiaque est insuffisant. Ses organes sont moins bien perfusés. Il peut être froid, marbré, avoir des lactates qui augmentent et parfois quasiment ne plus suriner. On démarre la dobutamine. Si le traitement fonctionne, le cœur éjecte plus efficacement et le débit cardiaque peut s'améliorer. Et progressivement, on peut voir apparaître des signes très concrets. Par exemple, un patient qui était oligurique peut recommencer à uriner parce que sa perfusion rénale s'améliore. On peut également observer une amélioration de la perfusion périphérique, de l'état neurologique, parfois des lactates et des paramètres hémodynamiques. C'est ça qui est intéressant en réanimation, on ne regarde jamais seulement le chiffre inscrit sur le pouce seringue. On regarde où c'est que ce traitement est réellement en train de changer chez mon patient. Aider le cœur à se contracter davantage a aussi un prix, on lui demande de travailler plus. Donc sous dobutamine, je surveille particulièrement la fréquence cardiaque et le rythme. Si mon patient devient très tachycarde ou développe un trouble du rythme après une augmentation de la dobutamine, ce n'est pas quelque chose que je laisse passer.
Je surveille également la tension parce que la réponse hémodynamique n'est pas toujours celle qu'on imagine. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'important, noradrénaline et dobutamine ne s'opposent pas. Un patient peut parfaitement recevoir les deux. Très schématiquement, la noradrénaline aide principalement à maintenir une pression de perfusion par son effet vasopresseur, alors que la dobutamine est utilisée pour soutenir la contractilité et le débit cardiaque. Selon le profil hémodynamique du patient, les deux peuvent donc être nécessaires simultanément. Un point extrêmement terrain maintenant, le relais de dobutamine. Quand une seringue arrive à sa fin, je n'attends pas tranquillement qu'elle soit vide pour commencer à préparer la suivante. Le relais doit être anticipé et réalisé selon le protocole du service, parfois avec une programmation ou une technique de relais permettant d'éviter une interruption du traitement. Pourquoi ? Parce qu'un patient sous dobutamine peut être dépendant de ce soutien pour maintenir son débit cardiaque. Si je crée une interruption involontaire, je peux perdre brutalement une partie du soutien inotrope. Le débit cardiaque peut se dégrader et le patient peut se déstabiliser sur le plan hémodynamique. À l'inverse, un relais mal maîtrisé peut aussi provoquer un chevauchement excessif et donc une administration transitoirement trop importante. Donc, avant le relais, j'anticipe, je prépare. Je vérifie ma concentration, ma voix, ma programmation et je surveille mon patient pendant la transition. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose sur la dobutamine, retenez l'image de la pompe. Le cœur n'arrive plus à fournir un débit suffisant, la dobutamine vient l'aider à se contracter plus efficacement. Et notre travail ne consiste pas simplement à surveiller un pouce-seringue. On regarde ce qui se passe avant, pourquoi le patient n'est mal perfusé. On regarde pendant fréquence cardiaque, rythme, tension, diurèse, perfusion périphérique. État neurologique et paramètres biologiques selon la situation. Et surtout, on cherche à savoir si quelque chose s'améliore réellement. Est-ce qu'il recommence à uriner? Est-ce qu'il est mieux perfusé? Est-ce que les paramètres hémodynamiques et biologiques évoluent favorablement?